Bonjour et bienvenue pour un nouveau webinaire un peu particulier. Attention Pépite, une société dont vous avez probablement, alors vous êtes peut-être même déjà actionnaire, entendu parler, puisque c'est une société qui avait fait une entrée fracassante sur la Bourse de Paris en 2021 avec une levée assez spectaculaire, 97 millions d'euros, et puis une thématique qui est évidemment une thématique dont on parle quasiment tous les jours, c'est l'hydrogène. J'ai donc le plaisir de recevoir aujourd'hui Olivier Dez, qui est le directeur général délégué d'HRS. Merci Olivier d'être venu, c'est sympa. Bonjour Marc. On a pas mal de questions à te poser. C'est une société, on le voit, hein, nous, par les questions qu'on reçoit, qui intéresse beaucoup de monde. Et donc l'idée d'aujourd'hui, c'est d'essayer de faire un petit point sur où vous en êtes. On est plus de 2 ans, presque 3 ans après votre introduction en bourse. On va parler évidemment de ton activité, on va parler de tes chiffres, on va parler de tes perspectives et on va parler de ton expérience déjà en bourse et tu vas nous dire ce que tu en penses. Tu peux nous réexpliquer, bon, on sait que vous êtes un acteur maintenant devenu majeur de l'hydrogène en France, hein, mais l'hydrogène pour tout le monde, on en parle beaucoup mais on ne comprend pas grand-chose. Donc aujourd'hui, votre activité précisément, c'est quoi ? Alors HRS, c'est une société qui a été créée en 2004 par notre président directeur général Hassen Rachedi, qui détient qu'on salue tout à fait, bien sûr, oui, qui détient 66% du capital. 2 tiers du capital, donc voilà. On peut dire que c'est quand même une entreprise familiale encore. Hein. C'est une entreprise familiale et il est présent au jour le jour, hein, il est là, présent. Il est très investi. Tu veux dire qu'il est trop présent ou pas ? Non, pas trop présent, non, mais il est très investi et c'est vraiment, c'est son entreprise encore aujourd'hui, comme l'entreprise avant, pour lui c'est vraiment la même chose. Donc la société est créée en 2004, une société de tuyauterie industrielle, on est basé dans les montagnes, à côté de Grenoble. Au départ, le bassin grenoblois est un endroit très dynamique, avec beaucoup d'acteurs. Donc on va retrouver de la microélectronique, de l'hydroélectricité, de l'électricité, plein de choses. Et donc il y a de la tuyauterie partout et c'est comme ça que la société a démarré, avec un savoir-faire plutôt vers des tuyaux plutôt de haute technicité. D'accord. Et on a la chance aussi d'avoir Air Liquide, qui a son centre de développement dans Grenoble. Et donc, naturellement, on travaillait pour Air Liquide, on travaille toujours pour Air Liquide. Et en 2009, Air Liquide s'est rapproché d'HRS pour fabriquer, assembler des stations pour véhicules hydrogène. C'est ça votre métier. Donc aujourd'hui, alors, quand tu dis assemblage, c'est-à-dire c'est concevoir, produire et assembler, ou assembler sans produire ? Donc aujourd'hui, on fait la conception, la production, et on a construit une usine de 14 000 m² pour pouvoir produire en volume les stations. On fait l'installation, c'est très important que ça reste des objets assez complexes à mettre en route. Donc on fait l'installation, on fait la mise en route, et derrière on a une offre de service. Donc ça c'est du revenu récurrent, une offre de service pour tout ce qui est maintenance des stations. Au cours de la vie des stations. Alors ces stations, elles servent à qui ? C'est qui les clients en fait ? Est-ce que toi tu vas vers les clients finaux ou est-ce que toi tu livres ça à des exploitants qui font du retail ? Enfin, explique-nous. Parce qu'en fait le circuit de l'hydrogène, tu as bien compris, hein, on en parle beaucoup, mais toi aussi tu dois avoir énormément de questions et c'est vrai que c'est pas très compréhensible. On parlera tout à l'heure du plan hydrogène. Voilà, c'est pas clair pour le grand public. D'accord. Peut-être d'abord expliquer ce que c'est que l'hydrogène. L'hydrogène, c'est une molécule qui est, alors on va pas dire magique, mais c'est une molécule qui est un vecteur énergétique. C'est comme le gaz naturel, c'est comme ces gaz aujourd'hui qu'on utilise comme vecteur énergétique. Ça permet de transporter de l'énergie. Il faut voir qu'en France aujourd'hui, malgré qu'on soit un pays électrifié, seulement 33% de l'énergie est produite et utilisée vient des électrons. C'est-à-dire qu'il y en a quand même 67% qui vient d'ailleurs. Donc c'est du charbon, du gaz, du pétrole. Évidemment. Et l'hydrogène peut être un moyen justement de décarboner cette industrie et cette industrie énergétique. Donc c'est ça en fait derrière pourquoi beaucoup de pays regardent l'hydrogène comme étant une pépite. Alors bien sûr, il y a eu la guerre en Ukraine qui a accéléré avec les problèmes du gaz russe, donc qui ont fait que en Europe en tout cas, ça a fortement accéléré. Et puis derrière aussi, ce qu'il faut voir, c'est que l'hydrogène, ça permet de décarboner toute cette industrie et toute cette industrie énergétique. Donc c'est ça qui est derrière. Et la beauté aussi de ce gaz, c'est qu'on peut l'utiliser dans les transports, dans la mobilité.
Donc quand on parle mobilité, ça va être les chariots élévateurs, ça va être les voitures, ça va être les camions, ça va être les trains, on parle aussi des avions. Donc c'est là aussi l'intérêt de cette molécule, c'est que ça décarbone beaucoup de choses. Alors après, nous, ce qu'on fait, c'est la station de ravitaillement, parce que l'hydrogène, ça se transporte sous forme gazeuse ou sous forme liquide. Mais aujourd'hui, quand on remplit un véhicule, c'est sous forme gazeuse. Et donc, il faut prendre le gaz qui arrive à la station, il faut le conditionner, principalement en pression, parce que pour mettre du gaz dans un volume, on le comprime. C'est comme la bonbonne de gaz qu'on a à la maison. Et donc, la station hydrogène va faire ça, va prendre du gaz, le conditionner et le transférer dans le véhicule. Tout ça pour que ça soit transparent pour l'utilisateur. C'est-à-dire que l'utilisateur, il vient, il branche son pistolet, il appuie sur un bouton et ça se transfère. Et on fait le plein. Comme une borne électrique. C'est plutôt comme une station aujourd'hui. Une station essence. Une station essence. Alors, en plus, vous n'avez même pas besoin de tenir un pistolet. Vous appuyez sur le bouton, ça se remplit. Et aujourd'hui, pour faire le plein d'un véhicule, c'est 5 à 6 minutes pour faire le plein pour une autonomie de 500-600 km. Donc, on va retrouver des usages qui sont comparables aux usages aujourd'hui des véhicules thermiques. Et là, quand tu parles véhicules à hydrogène, on parle de quoi en fait? Il y en a beaucoup, il y a un parc, c'est quoi? C'est du transport en commun, c'est du véhicule individuel, qui vient à ces stations? Aujourd'hui, l'hydrogène est différenciant par rapport aux véhicules électriques à batterie quand on a un besoin d'un usage intensif et continu. Parce que comme on disait, le plein, aujourd'hui, on fait le plein en 5-10 minutes, donc ce n'est pas prépondérant par rapport à l'usage, là où la batterie demande un certain temps pour faire le plein. Donc aujourd'hui, l'hydrogène répond à ce besoin-là, usage intensif. Le plus gros parc installé, c'est les chariots élévateurs dans les centres de logistique. Aujourd'hui, par exemple, aux États-Unis, vous avez des gens comme Walmart, Amazon et tous ces grands groupes de grands logisticiens qui utilisent des chariots élévateurs hydrogène. Plutôt qu'électrique. Plutôt qu'électrique. Parce que justement, vous faites. Alors en plus, le chariot élévateur, il a des réservoirs qui sont encore plus petits. Il vous faut 1 minute pour faire le plein et le chariot repart. Il revient, le gars, il n'a même pas le temps d'aller pisser qu'il a fait le plein de son chariot élévateur. Donc c'est là l'intérêt. C'est un usage continu. Pareil, le deuxième usage, ça va être les taxis à Paris. On voit de plus en plus de taxis à Paris hydrogène, donc avec la société Hype, iSetco, et on voit même maintenant des taxis G7 qui tournent à l'hydrogène. Donc là aussi, un usage. Après, on va pouvoir parler de tout ce qui est véhicule utilitaire léger pour le transport du dernier kilomètre. Pareil, des livraisons où vous avez besoin de passer plus de temps à livrer qu'à recharger votre véhicule. Donc c'est ces usages-là. Et ensuite, tout ce qui va être mobilité lourde, où là, on peut avoir une solution avec du transport lourd sans gréver en fait la capacité du véhicule en termes de charge. Alors toi, tes clients, ce n'est pas les clients finaux, ce n'est pas l'utilisateur. Ce n'est pas moi, si j'achète un taxi à hydrogène, je ne suis pas ton client. Non. Je suis indirectement ton client. C'est qui tes clients? Alors les clients aujourd'hui, ça va être des industriels, des collectivités locales, ça va être des syndicats d'énergie de la Vendée, par exemple, qui décident d'offrir en fait cette possibilité de recharger ces véhicules. Et des groupes d'énergie aussi. Des groupes énergéticiens comme Engie, par exemple. Donc voilà, aujourd'hui c'est assez diversifié parce que c'est un nouveau marché avec une volonté de développer cette offre. Donc aujourd'hui, on a des régions, par exemple le Grand Est qui est très active. Aujourd'hui, on a 5 stations dans le Grand Est. On a la région parisienne. Avec, tu as combien de stations installées? Alors aujourd'hui, on a installé dernièrement à peu près une trentaine de stations en 3 ans. Donc ça fait une station tous les 2 mois. Donc c'est une performance. Mais si on regarde sur l'histoire d'HRS, aujourd'hui, c'est un peu moins d'une centaine de stations qui ont été fabriquées par HRS. Alors, et tout ça pour remettre en perspective, c'est qu'il y a un peu moins de 200 stations. Après, ça dépend quel type de station on parle, mais il y a à peu près 250 stations en Europe, sachant qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui ne sont pas compatibles avec l'évolution du marché. Et l'évolution du marché, c'est ce qu'on disait, c'est aller vers la mobilité lourde. D'accord. Alors, j'ai une question assez basique. Pourquoi on parle aussi, alors on parle beaucoup de l'hydrogène, mais on parle beaucoup des véhicules électriques et pas beaucoup des véhicules à hydrogène. Pourquoi? Parce que c'est plus nouveau que le véhicule à batterie. Le véhicule à batterie, ça fait quand même maintenant 15-20 ans qu'ils sont sur le marché. Le véhicule hydrogène, ça revient parce que c'est quelque chose qui existait fin des années 90. Beaucoup de constructeurs automobiles avaient des divisions ou développaient des véhicules hydrogène. Le véhicule à batterie est arrivé, donc tout le monde a basculé vers la batterie. Et aujourd'hui, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on se rend compte que pour certains usages, le véhicule à batterie ne répond pas aux besoins. Donc c'est pour ça que les gens reviennent vers l'hydrogène. Et c'est ce qu'on disait, ces véhicules lourds, les trains, l'usage intensif. Typiquement, vous prenez un autre exemple, un véhicule sur les autoroutes, les véhicules de service. Bien sûr.
Si vous avez une batterie et le véhicule à 200 km, le gars va faire sa tournée, il revient, il reste 50 km. Si on l'appelle pour intervenir, il va dire bah non, vous êtes à 60 km, je ne peux pas venir. Voilà, les ambulances, par exemple, c'est pareil. Une ambulance, vous ne pouvez pas dire attendez, je la recharge, je vais venir intervenir. Donc c'est ce type d'usage aujourd'hui. Ce que tu nous dis, c'est qu'il y a un potentiel énorme. C'est un potentiel énorme aujourd'hui. Énorme. Et il y a une volonté d'adoption, c'est-à-dire qu'il y a un potentiel énorme, mais ça reste encore un peu chimérique ou ça y est, les gens. Non, l'hydrogène, c'est existant aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une réalité. On n'est plus en développement. Aujourd'hui, vous pouvez aller acheter une voiture, vous pouvez aller acheter un véhicule utilitaire léger chez Ivia, qui est la joint venture entre Renault et Plug Power. Vous avez Stellantis qui vend des véhicules. Vous avez les camions qui arrivent aujourd'hui, donc c'est les bus qui sont disponibles. Et tu disais les chariots élévateurs. Et les chariots élévateurs qui sont là depuis déjà quasiment et ça une dizaine d'années. Se développe très fort. Et ça se développe très fort. Nous, on a un partenariat avec Plug Power pour ça, pour le développement en Europe. Et aujourd'hui, sur les 2 dernières années, on a déjà déployé 7 sites. Alors, HRS, qui se distingue de l'extérieur, pour des néophytes comme moi, c'est que vous avez déjà du chiffre. C'est-à-dire que beaucoup de boîtes dans le secteur, je dirais, on affiche des pertes qui sont 10 fois supérieures à leur chiffre d'affaires quand elles ont du chiffre d'affaires. Vous, un peu votre spécificité quand même, ce qui a fait aussi votre attractivité en bourse, c'est que vous avez du chiffre. Tu peux nous donner des indications de chiffres? Ah oui, tout à fait. Donc, sur le dernier exercice, on a fait 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et la tuyauterie représente plus maintenant que 10-12%. Aujourd'hui, la tuyauterie représente à peu près 10%. C'est ça. Par contre, on veut garder la tuyauterie parce que c'est vraiment le cœur de métier, c'est vraiment un savoir-faire qui est très important pour les stations. Donc 90%, c'est les stations. Aujourd'hui, dans une station, il faut voir qu'il y a à peu près entre 200 et 250 mètres de tuyaux. Okay. Donc c'est vraiment c'est important pour nous de garder cette partie-là. Aujourd'hui, à HRS, on était une trentaine de personnes en 2021 quand on a fait l'introduction en bourse. Aujourd'hui, c'est un peu moins de 150 personnes. On est 142, je crois, au dernier chiffre. Ce que je disais, 30 millions d'euros sur le dernier exercice. Aujourd'hui, sur le premier semestre, on a encore un chiffre d'affaires qui évolue à peu près de 25%. Donc, c'est vraiment une société qui est en croissance. On a mis en place un nouveau site de production. Donc, on a 14 300 mètres carrés maintenant de production qui nous donne une capacité de produire à peu près 180 stations par an. De production. Et ben, on est rentré dedans pour la partie production en juin et pour la partie bureau en octobre. Récent. Donc c'est très récent. Un investissement de 21 millions d'euros. Donc on est là, on accélère, on est prêt pour la croissance. Donc 30 millions d'euros et des pertes, c'est logique, mais pas des pertes. Oui, mais on est à peu près autour de 2 millions de pertes sur l'exercice. C'est négligeable. Ça vous distingue de sociétés. Et ce qu'il faut voir, c'est que sur le deuxième exercice de l'année dernière, on était profitable. D'accord. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a accéléré, en termes de recrutement, on a accéléré plus vite que le plan. Mais ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, même sur le deuxième exercice de l'année dernière, on est profitable. Alors l'international, on parle beaucoup de la France, là, tu parlais. Est-ce qu'il y a une visée internationale? Est-ce que vous y êtes déjà ou est-ce que vous voulez y être? Alors, on y est déjà, puisque aujourd'hui, on a déjà des stations en Allemagne, en Angleterre, en Espagne. Donc, c'est déjà une réalité pour HRS. Mais on veut aller plus loin que ça. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que le marché est en train d'accélérer dans les pays de l'Est européen. Donc on est en train de répondre à des appels d'offres. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça commence à être des appels d'offres un peu structurants avec des commandes plus seulement d'une station, mais on commence à avoir des batchs de 10 stations. Donc ça, c'est aussi intéressant pour nous, parce que c'est dans cette direction-là qu'on veut aller. On veut aller dans une direction où on produit en volume, on produit des produits industriels, et on arrête de faire du démonstrateur, parce qu'aujourd'hui, si on veut monter en maturité, si on veut accélérer, il faut qu'on ait du volume. Donc c'est l'objectif. On a aussi dernièrement Total Energy avec leur filiale TIL qui a sorti un appel d'offres d'une centaine de stations pour les 6 prochaines années. Donc vous êtes dessus? On est dessus, tout à fait, on répond. Aujourd'hui, on a déjà une station qui a été vendue à Total, avec laquelle on n'a pas un partenariat, mais on avance avec eux. Cette station aujourd'hui est installée en Allemagne chez un constructeur de camions. Et on les accompagne justement à faire évoluer et à pouvoir anticiper les besoins du transport lourd de demain. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait et ça fait partie aussi de notre plan de développement en R&D pour répondre aux besoins de demain qui est l'intensification de l'usage. Alors justement, c'est intéressant, je ne sais pas si tu as le nom des gens qui sont en même temps avec toi sur cet appel d'offres, mais du coup, qui sont tes concurrents? Parce que sur un appel d'offres comme celui-là, qui est en face de toi? Oui. Alors aujourd'hui, il faut dire une chose, c'est qu'on est le seul
pure player de la station hydrogène. C'est-à-dire qu'on est les seuls qui ne sont concentrés que sur la station hydrogène. Nos concurrents aujourd'hui sont plutôt des acteurs qui viennent par exemple de la compression. Alors aujourd'hui il y en a un en Allemagne, un en Hollande. C'est les deux principaux concurrents qu'on a, mais ce n'est pas leur activité principale. Donc aujourd'hui, HRS, c'est le seul pure player de la station, c'est le seul qui est concentré à 100%. Donc là, sur cet appel d'offres, vous êtes le seul pure player. On est le seul pure player de la station. Après, bien sûr, un acteur comme Total qui veut déployer une centaine de stations, on comprend tout à fait qu'il n'a pas envie d'aller avec un seul acteur. Et en plus, c'est important pour nous de pouvoir aujourd'hui encore se confronter à ces concurrents. Donc ça, c'est un appel d'offres important pour vous, et vous aurez les résultats quand ? Alors la réponse, là, c'est début mars, l'appel d'offres. Donc les équipes sont fébrile, mobilisées à 100%, vous êtes sur les starting blocks pour répondre à cet appel d'offres. Et puis on espère un dénouement assez rapide au cours de... La première station, c'est début 2025 installée. Ça aussi, c'est une autre force d'HRS, c'est la capacité à délivrer très rapidement par rapport à nos concurrents, puisque on a, grâce à notre outil de production, la capacité de répondre très vite. Aujourd'hui, on n'a pas parlé de notre produit, mais le premier produit qu'on a, on est capable de le produire entre 8 et 10 semaines, ce qui est vraiment très rapide pour ce type de produit. On l'installe en 1 semaine, on le démarre en 3 semaines. Donc c'est vraiment, on est devenu vraiment un professionnel du secteur. Spécialisé. Alors, vous avez des projections, vous avez un plan stratégique, vous annoncez des trucs. Tout à fait. Alors, pour continuer sur l'internationalisation dont tu me parlais il y a 2 minutes, après, voilà, on a une vraie volonté d'aller aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, avec des plans comme l'IRA, ça va décoller. Donc, on est en train de se préparer aujourd'hui pour pouvoir adresser le marché américain. Et avec notre nouveau produit plus gros qu'on appelle la H40, qui est l'équivalent pour les gens qui connaissent un peu l'hydrogène, une station d'1 tonne jour. C'est typiquement le type de produit qui correspond à un usage type véhicule lourd, et c'est vraiment ce que recherche aujourd'hui au niveau des États-Unis, c'est le transport lourd et le transport inter-État qui est visé avec l'hydrogène. Donc, et votre stratégie, vous avez un plan stratégique? Tout à fait. Vous annoncez des chiffres? Tout à fait. C'est quoi? Alors aujourd'hui, je pense que on est la seule société dans l'hydrogène qui justement se mouille. Donnons des chiffres et une perspective. Aujourd'hui, c'est 2026, 85 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et tout le monde peut aller voir, tous nos actionnaires peuvent aller voir sur notre site web. On a une page dédiée investisseurs où on a tous nos rapports, toutes nos présentations financières. On présente tous les semestres, totale transparence, tous les semestres, et vous avez les derniers chiffres tous les semestres de l'évolution du chiffre d'affaires l'année prochaine. Donc allez sur le site si vous voulez avoir plus d'informations. Alors l'aventure boursière, elle commence en 21 ? En 21, 9 février 21. D'accord. C'était quoi l'idée? Pourquoi Assen a décidé d'aller en bourse? Et d'ailleurs, belle réussite, superbe levée de 97 millions. Qu'est-ce qui a motivé ça? Et je te pose directement la deuxième question. Quel est le premier bilan que tu fais de ces 3 ans de cotation? Alors pourquoi Assen a décidé, on a décidé d'aller en bourse? Parce que la bourse pour nous c'était le meilleur moyen de valoriser l'entreprise et de trouver les moyens de l'ambition du développement. Donc ça c'était la première chose, l'ambition et ça y a répondu. Et ça y a répondu tout à fait, puisque comme tu disais, on a levé 97 millions d'euros, c'était la plus grosse levée en termes de couverture d'Euronext grosse. Donc ça a été vraiment parfait. Maintenant, le premier bilan, c'est on voit qu'on délivre. Et je pense que, comme tu disais tout à l'heure, on est la seule société aujourd'hui dans l'hydrogène qui délivrons le plan qui a été annoncé quand même en 2021. Donc c'est un plan, quand on est dans une vision stratégique, oui, on l'avait déjà en 2021, on continue à l'avoir aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit que nos actionnaires nous suivent, et ça c'est important, nous suivent dans la durée. Et pour HRS, c'est vraiment quelque chose de... On les remercie vraiment qu'ils soient toujours là. Je peux les remercier. On les remercie qu'ils soient toujours là. Ça, c'est très important pour nous. Et c'est pour ça qu'on continue. La volonté, c'est vraiment de continuer à être transparent sur ce qu'on fait, transparent sur notre stratégie, justement pour qu'ils comprennent où on va et pourquoi on y va. Alors, le secteur a été chahuté en bourse. Vous avez été chahuté, mais un peu moins que le secteur. Ça t'inspire quoi en fait, le fait que le marché ne reconnaisse pas encore la capacité du secteur et surtout la capacité d'HRS à répondre à une offre qui devient de plus en plus importante? Je pense qu'aujourd'hui, oui, comme on le disait tout à l'heure, l'hydrogène, c'est
quelque chose qui est, en termes de volume et de taille, c'est pas commensurable. On disait, on parle de camions, donc décarboner toute la mobilité lourde, c'est-à-dire que tous les... La profondeur de marché La profondeur de marché est énorme. On parle aussi du train, on parle des avions, on parle de plein de choses. Et donc aujourd'hui, je pense que les gens ne voient pas cette profondeur de marché et cette potentialité de marché qui existe. D'accord, donc tu penses que pour l'instant, il y a eu une sorte de défiance, on sent que c'est en train de changer un peu. Alors justement, parlons de ce fameux plan hydrogène, 9 milliards, c'est ça voilà. Ouais. C'est quoi en fait et est-ce que vous allez en profiter? Est-ce que vous en profitez déjà? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une partie de ces 9 milliards? Donc aujourd'hui, ce plan hydrogène, en fait, il se base sur 3 grands axes. Le premier axe, c'est production d'hydrogène, donc c'est l'utilisation de ce qu'on appelle l'électrolyse. Okay. Donc pour produire de l'hydrogène à partir d'électrons verts et en cassant la molécule d'eau, c'est ce que tout le monde a fait au lycée quand on prenait un bécher, on mettait 2 électrodes et on faisait des bulles. Donc voilà, ça c'est l'électrolyse de l'eau, ça paraît simple, mais maintenant c'est quelque chose qui devient industriel. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est la mobilité. Et ce qu'on disait, c'est typiquement la mobilité qu'on vise, c'est la mobilité lourde. Et c'est pour ça qu'à HRS, aujourd'hui... Quand tu dis lourde, c'est intense. Alors, lourde, c'est camion, mais aussi intensif. On va parler des bus, on va parler de toute cette mobilité-là. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième axe. Donc là, les 9 milliards vont permettre justement d'aider la filière à se développer. Et le troisième axe, c'est tout ce qui est R&D pour garder une suprématie, si on peut dire ça, parce qu'aujourd'hui, il faut voir quand même que la France... on a des acteurs qui sont sur toute la filière de l'hydrogène. Hein. On va de l'électrolyse avec des gens comme McPhy, on a des gens comme Elogen, etc. On est en avance en France là-dessus. Des gens comme Genvia aussi, on ne va pas les oublier. Alors je pense qu'on est très bon aujourd'hui. On est bien positionné. On est très très bon. Après on a des gens comme Symbio pour les piles à combustible, on a des gens comme... plein de gens sur toute la chaîne de l'hydrogène, HRS pour les stations. Aujourd'hui, ce qu'il ne faut pas, c'est qu'on loupe le train. Je pense que le train est en marche. Ouais. Et ce qu'il faut, c'est continuer à l'alimenter. Et je pense que ce plan de 9 milliards en fait partie. Mais il faut continuer à l'alimenter pour que la France continue à être vraiment un pionnier et en avance. Il n'y a pas de train à hydrogène? Si, justement. Et on est en train de travailler avec des gens comme Alstom pour remplir ces trains à hydrogène. Donc il ne faut pas louper le train à hydrogène. Il ne faut pas louper le train à hydrogène. Sur les 9 milliards, vous allez toucher quoi? 3 milliards? Alors, nous, comme tu disais tout à l'heure, c'est nos clients qui demandent ces subventions. Donc ça va être les gens qui vont installer les stations. D'accord, donc vous, ça vous profite indirectement. Mais indirectement. On ne touche pas directement l'argent. Typiquement pour l'usine, aujourd'hui, on a eu une subvention de 800 000 euros pour un investissement de 21 millions d'euros de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Mais voilà, donc ça aussi, ça montre aussi la volonté d'HRS de faire et de ne pas attendre non plus les subventions. Je pense que les subventions, c'est bien, mais les subventions, c'est aussi, c'est pas un accélérateur. Je comprends. Parce que ça fluidifie un peu le marché. Ça fluidifie le marché, ça aide à faire des projets, mais souvent ça ralentit un peu le marché parce qu'il faut déposer des dossiers, il faut demander, il faut faire passer des appels d'offres, etc. Et ça, ce n'est pas forcément le côté accélérateur. Je comprends. Si on veut voir tes stations? Alors, si on veut voir nos stations, on en a, ce qu'on disait aujourd'hui, à peu près une quinzaine en opération. Aujourd'hui, à Paris, on en a. On en a une à Issy-les-Moulineaux, on en a une à côté du POPB à Bercy. Tu organises des petites visites? Alors, on peut organiser des visites, oui. On en a une sur notre site parce on n'a pas dit, mais on a un centre d'essai de test et de développement sur notre site où on fait un peu comme dans l'aviation. On garde le premier de série de tous nos produits, ce qui nous permet après de faire de l'amélioration continue. Ça, c'est important aussi de pouvoir faire évoluer nos stations, rester toujours dans le mieux qu'on sait faire. Et ce qu'on disait tout à l'heure, demain, il va y avoir des camions qui vont arriver avec des réservoirs de plus en plus gros. Et ça, c'est des choses qu'on anticipe dès aujourd'hui pour pouvoir remplir ces camions, les remplir toujours plus vite, justement, pour rester dans cette volonté de l'hydrogène. C'est vraiment une mobilité, comme on aime à le dire, sans compromis. C'est-à-dire que c'est comme la voiture de tous les jours, vous allez, vous faites le plein, vous repartez, vous ne posez pas de questions. Alors, il y a une particularité aussi que j'ai notée dans ton... D'abord, la particularité, c'est quand on le dit, on le répète, c'est important, parce que je pense que tout le monde ne le sait pas, en tout cas les gens qui nous regardent, c'est que vous faites du chiffre, et d'un chiffre significatif. L'autre particularité, c'est qu'une partie de ce chiffre est récurrent. Tout à fait. Donc aujourd'hui, le business model d'HRS est avec 2 axes. Le premier axe, c'est ce qu'on disait, c'est
design, production, installation de station. Donc ça, c'est du chiffre d'affaires. À chaque fois qu'on voit une station, on fait du chiffre d'affaires. Mais derrière, on a le service. Et le service, c'est très important pour deux choses. Première chose, c'est que ces stations hydrogène, aujourd'hui, il faut qu'elles fonctionnent. Il faut qu'elles soient disponibles pour les clients. Aujourd'hui, pour donner des ordres de grandeur, hein, sur les chariots élévateurs, on a des taux de disponibilité de 98%. Je comprends. Donc c'est très important. Et ça vient aussi de la partie service. Et l'autre intérêt de la partie service, c'est que c'est ce service qui génère il génère du récurrent. On commence à avoir justement du chiffre d'affaires, du service. Là, sur le premier semestre de cette année, ça représente à peu près 170 000 euros. Mais si on pousse l'exercice demain sur un potentiel de 300 stations, ça représente entre 40 et 70 millions par an de revenus récurrents. Ouais. Donc c'est vraiment important. Et notamment pour un financier comme moi, voilà. C'est quelque chose. C'est une source de valorisation formidable. Est-ce que vous avez les moyens de vos ambitions? C'est-à-dire, est-ce que tu as assez d'argent pour tout ton développement, ou est-ce qu'il va falloir qu'un jour tu refasses appel au marché? Alors, l'avenir nous le dira, mais je dirais qu'aujourd'hui, avec la levée qu'on a fait en bourse, et la gestion qu'on fait, hein, et tout ça, c'est aussi grâce. C'est bien placé. C'est bien placé, et notre président Hassan Rachidi veille au grain. Hein, il surveille ça. Il surveille ça serre les boulons. De main de maître, donc très très bien. Non, aujourd'hui la société, on a du cash disponible pour continuer notre aventure. Alors demain, on a aussi une grande ambition, donc peut-être que quand on va se déployer aux États-Unis. D'accord, mais aujourd'hui, tu as les moyens de votre plan stratégique. On a les moyens de notre plan, en tout cas jusqu'en 2026, sans problème. On va finir sur les actionnaires individuels. Tu sais que tu as beaucoup d'actionnaires individuels, tu as beaucoup de gens qui te suivent, on a beaucoup de questions, nous, régulièrement sur vous. Qu'est-ce que vous faites pour les actionnaires individuels? Donc tu parlais tout à l'heure de la transparence et notamment le fait de pouvoir avoir accès à l'information sur votre site. Il y a des analyses financières qui sont ouvertes, dont celle de Roland, hein, qui seront ouvertes au public. Qu'est-ce que vous faites d'autre? Il y a des actions spécifiques que vous menez pour les actionnaires individuels? Alors on a une lettre aux actionnaires, on essaye de publier à peu près entre 1 à 2 fois par an une lettre aux actionnaires. Okay. On a aussi publié aujourd'hui un rapport RSE, je pense que c'est pareil, ça c'est aussi dans une volonté de transparence. Et puis on a, je disais, notre rapport financier qui est disponible sur notre site. Et puis tous les 6 mois, on fait des présentations et on publie nos chiffres. Et puis on essaye aussi au maximum de tenir au courant le marché de toutes les évolutions, de tout ce qui se passe chez HRS. Ça c'est très important. Et je crois savoir que vous avez envie d'accélérer la communication. On a envie d'accélérer la communication tout à fait. Individuels, et c'est un peu dans cet esprit-là d'ailleurs qu'on se rencontre aujourd'hui. Alors la tradition en fin d'interview et de webinaire de cette série, c'est que tu t'adresses aux gens qui sont soit actionnaires déjà, soit qui ont envie de le devenir, soit qui ont envie de renforcer leur position, et que tu leur donnes des arguments pour investir chez toi. Allons-y. Donc HRS est une société aujourd'hui qui est dynamique, qui croît, avec des vraies valeurs aussi. On n'en a pas parlé, mais je pense qu'HRS c'est des vraies valeurs aujourd'hui, avec des employés qui viennent travailler vraiment avec plaisir, dans un marché qui, on l'a dit, est en pleine évolution, avec des grandes perspectives. Et c'est aussi une gestion financière au jour le jour très bien menée, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, on est sur notre plan de développement et avec toujours cet objectif de 85 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'horizon 2026. Donc investissez chez HRS. Olivier Day, je rappelle que tu es directeur général délégué d'HRS, attention pépite, donc voilà, on se reverra dans 6 mois ou dans 1 an, et puis on fera le point sur ce que tu nous as annoncé, puis on verra comment tout ça s'est déroulé. Nous, on se retrouve très prochainement. Merci de nous avoir suivis. Merci Marc.